Bonjour et bienvenue devant un nouveau numéro de Bloqué devant mon écran. Les Rivières Pourpres, saison 4. Donc, 4 doubles épisodes de 45 minutes. Donc, ça fait donc 4 épisodes d'une heure et demie, finalement. Voilà. Et donc, comme d'habitude, 4 histoires plutôt sympathiques, on va pas dire le contraire. Mais on sent une baisse de régime sur cette saison 4. On sent que c'est un peu plus commun que ce qu'on a pu voir auparavant. Même si on sent qu'il y a toujours un soin à apporter quand même à la direction artistique et tout ça, ça, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai que au niveau des histoires, c'est un peu plus faible. Bon, après, il y a aussi le côté je pars, je ne pars plus, par rapport au personnage principal féminin qui est un peu agaçant aussi, on se dit, bon, faudrait savoir. Et ce truc aussi, ce lien entre les deux personnages principaux qui finalement est censé être plus important que ça devrait l'être entre guillemets, même si il y a toujours des zones d'ombre en fait sur ce qu'ils attachent tous les deux, parce qu'on sait que tous les deux connaissent un peu les casseroles de l'autre, tout ça et tout, mais bon, c'est vrai que ça reste quand même encore assez vague, même si on découvre encore de nouvelles choses, mais ça c'est quand même vite traité, quoi. Voilà. Donc globalement, une saison un peu en dessous, qui m'a moins convaincu. Donc franchement, si la saison 5 s'annonce dans le même esprit que celle-ci, moi j'espère qu'ils vont arrêter. Si par contre il y a vraiment un revival et que du coup, ça y est, on a des bonnes histoires qui reviennent, je dis pourquoi pas. Mais voilà, déjà 4 saisons, c'est déjà pas mal pour une série. Donc clairement, si ils veulent pas trop abuser et continuer à nous faire des choses de qualité, qu'ils fassent attention à leurs histoires. Voilà. HeroCorp, donc série de Simon Astier, série de super-héros à la française. Alors, chaque saison a un format un peu différent, donc on va pas aller là-dedans. Clairement, voilà, il y a 5 saisons. Les 2 premières ont été faites sur Comédie et les 3 suivantes avec la participation de France Télévisions. Donc, voilà, donc faut savoir que dès que c'est passé chez France Télévisions, il y a eu aussi des web-séries en lien avec la série principale pour diverses raisons. C'était du cross-média, histoire de justement impliquer les gens avant que les saisons ne sortent, ou même des fois de les maintenir en alerte pendant, avec d'autres personnages qu'on voyait faire autre chose en même temps. Bref, ça dépend des saisons. Mais en tout cas, c'est vrai que c'est plutôt intéressant ce truc de cross-média, surtout que finalement la série a une autre vie aussi à travers des bandes dessinées. Donc pour le coup, à ce niveau-là, le cross-média est vraiment plutôt bien fait. Si je vous parle aujourd'hui d'un coup de HeroCorp, c'est parce que on s'est maté les 5 saisons sur ma chaîne Twitch. Donc n'hésitez pas à vous abonner et à venir voir en masse les différents lives. Donc si j'ai voulu justement montrer ça à la communauté, ce n'est pas pour rien, c'est parce que j'ai fait de la figuration sur la saison 5, que des amis à moi en ont fait aussi en saison 4, voilà, et que moi je m'étais arrêté à la fin de la saison 3, parce que la saison 3 est à mes yeux, et à celle quand même apparemment aussi de mes amis, la moins bonne. Du coup ça m'avait un peu miné, et je m'étais dit, si ça continue dans cette direction-là, j'ai pas forcément envie de voir la suite, malgré qu'il y avait tout de même mes amis en saison 4, et puis moi du coup en 5. Mais bon, du coup, là, on s'est refait l'intégrale. La saison 3 reste la moins bonne, mais par contre, 4 et 5 sont vraiment pas mal. Je suis vraiment content de les avoir vus, même si la 5 change un peu de tonalité. D'ailleurs, le générique est différent des autres aussi à ce niveau-là, ce n'est pas pour rien. Et clairement, ça envoie du pâté, donc c'est vraiment stylé. Surtout quand on sait le niveau les galères de production qu'il a eu sur cette saison, mais ça rend vachement bien. Donc voilà, moi je vous encourage à découvrir la série. Si vous aimez les super-héros, si vous aimez l'humour des Astier, parce qu'on retrouve aussi Alexandre Astier dans un tout petit rôle d'une des saisons, et aussi il y a évidemment aussi Lionel Astier qui a un super rôle. Bref, la famille comme d'habitude chez Astier, vous savez, ils sont toujours présents. Donc voilà, donc c'est très sympa. Les acteurs sont bons. Il y a vraiment pas mal de clins d'œil aussi à pas mal de choses, même dans les web-séries.
Je vous laisse découvrir ça par vous-même. En tout cas, c'est vraiment sympa et je vous encourage à la découvrir. Dahmer. Donc il s'agit d'une mini-série disponible sur Netflix. Il y a 10 épisodes d'une cinquantaine de minutes, quasiment 1 heure par moment. C'est plutôt bien produit, hein, clairement à ce niveau-là, il n'y a rien à dire. L'ambiance façon années 70, 80, tout ça, c'est très bien retranscrit, ça marche vraiment bien. Les acteurs sont bons, notamment Evan Peters, hein, vraiment terrible dans le rôle. Mais alors, il n'y a pas un épisode que je trouve au-dessus des autres. On reste un peu sur la même tonalité tout du long. Et même si il y a des choses qui sont assez glaçantes, hein, forcément, on parle d'un tueur en série, mais je sais pas, ça reste sur la même tonalité et on n'a pas un effet waouh à un moment donné ou hyper choquant, hyper malaisant ou quoi. On reste sur le même niveau et donc bon. Ça reste agréable parce que du coup c'est bien fait, et, l'histoire est prenante et tout ça. Mais c'est vrai qu'on se demande si ça valait vraiment le coup parce que finalement ça reste peut-être un petit peu trop gentillé ou je sais pas comment expliquer parce qu'en vrai il y a quand même des trucs qui sont assez durs qui sont montrés mais je sais pas, ça reste assez plat à ce niveau-là, en tout cas, je trouve. Après, sinon, forcément, hein, le récit qui nous est conté est vraiment glaçant. Et ce qui est pas mal, c'est que au-delà de s'attarder forcément sur son point de vue à lui, on va aussi voir un peu par moment le quotidien de certaines de ses victimes, on va aussi voir un peu le point de vue de son père, un peu moins de sa mère, parce que du coup elle va essayer de s'éloigner le plus possible de ces histoires-là, et puis même de ce cercle familial, voilà. Une série plutôt bonne, hein, on va pas dire le contraire, mais qui moi m'a un peu déçu parce que je m'attendais à un truc un peu plus waouh à un moment donné et j'ai pas eu ça, donc voilà. Mais clairement, je la recommande. Hein, vous pouvez aller la voir si ce genre d'histoire entre guillemets vous intéresse. Les chiens dans l'espace, saison 2. Toujours 10 épisodes, donc d'une vingtaine de minutes, disponibles sur Netflix. J'étais pas convaincu de retourner dessus, même si la saison 1 m'avait plutôt plu. Donc dans cette saison 2, ça n'innove pas. Et comme vous l'avez sûrement senti hein, à travers ce que je vous ai dit sur Dahmer, j'avais besoin un peu d'un effet waouh par moment, et forcément ce genre de série d'animation c'est pas vraiment là où j'allais trouver mon bonheur, et du coup j'ai peut-être été un peu sévère avec cette saison 2, mais c'est vrai que j'ai trouvé assez plan-plan, et que ça m'a pas vraiment convaincu, même si sur la fin il y a quelques épisodes qui sont un peu meilleurs que les autres, mais c'est vrai que sinon c'est assez consensuel, et j'avais besoin de plus, moi en tout cas. Donc c'est sympathique, ça se regarde, c'est mignon tout plein, mais pour moi ça vole pas assez haut et je sais pas si je continuerai s'il y a une saison 3. Voilà. The Ring of Power, 8 épisodes de plus d'1 heure, disponible donc sur Amazon Prime, Prime Video, et clairement, on sent qu'ils ont mis du budget, hein. C'est bien foutu, mais alors, quand on vient nous dire que Amazon et les ayants droit donc de Tolkien ont fait en sorte de s'éloigner de la vision de Peter Jackson, laissez-moi rire, parce que clairement, hein, on est dans la continuité. Il n'y a qu'à voir le Balrog, qui a le même caractère design, alors que dans les écrits, on est plus proche de quelque chose qui ressemble à Sauron que de ce qu'on connaît. Et là, on a exactement la même chose. Donc, arrêtez de dire des bêtises, même au niveau des costumes, des décors, tout ça, franchement, on est très proche de la version que nous a proposée Peter Jackson, et clairement, tant mieux, parce que c'est grâce à ça aussi que la série va se vendre, va fonctionner, parce que le public va retrouver cet univers-là comme il le connaît déjà. Là, forcément, c'est une série qui s'attarde sur donc le second âge, où il y a donc différents toujours races qu'on suit, voilà, donc on a des personnages de chacune de ces races qu'on va suivre, qui vont plus ou moins se rejoindre à un moment donné, et moi clairement j'ai beaucoup apprécié, je trouve que au contraire, hein, ces épisodes qui prennent bien leur temps, qui nous montrent bien les différents personnages, dans quoi ils vivent et tout ça, enfin voilà, je trouve que c'est en général plutôt bien fait. Peut-être chez les elfes, j'aurais voulu en voir un petit peu plus quand même sur comment ils vivent et tout ça, parce que finalement,
On a que des choses qui sont assez de l'ordre de la cérémonie, du cérémonial. Donc c'est vrai que bon, à ce niveau-là, bon, on avait déjà eu le droit justement dans les précédentes adaptations, donc j'aurais bien voulu voir un peu plus de leur mode de vie. Mais sinon, bah franchement, c'est bien fait. Les musiques sont plutôt bonnes, même si bon, elles sont pas aussi marquantes que celles des films, je trouve. Le générique, franchement, c'est un gâchis. Quand on voit justement les trailers qu'ils avaient fait avec notamment le titre qui arrivait, qui était fondu et tout, c'était incroyable, c'était magnifique. Et finalement, bah, on retrouve pas du tout ça dans le générique qui fait avec, on dirait des grains de sable. C'est assez moche, ça sert à rien. C'est dommage. Hein, vraiment, ça c'est une de mes grosses déceptions. Sinon, moi, les personnages, je les ai plutôt appréciés. Même les acteurs que, à un moment donné, quand je voyais les photos de tournage et tout ça, je les trouvais tous un petit peu lisses, un petit peu trop beaux et tout, machin. Et finalement, ben, on s'attache vite à eux. Ils sont plutôt bien écrits. Voilà. La relation entre Elrond et Durin est clairement ce qu'il y a de mieux dans la série. Hein. J'espère que ça va aller plus loin, qu'on va en voir plus à ce niveau-là. Et donc forcément, hein, vu que la série s'appelle Les Anneaux de Pouvoir, vous vous doutez qu'à la fin de la saison 1, il y a quand même un truc en rapport, même si ça arrive tardivement. Hein. Ce qui m'a étonné, c'est que ça ne concerne qu'une seule des races, je vous dis pas laquelle, hein, forcément, mais que au vu justement de qui est concerné, j'aurais pensé que d'autres races seraient concernées, et au stade où on en est, en tout cas, ce n'est pas le cas. En tout cas, c'est passionnant, c'est très beau, et franchement, bah, moi, ça me donne envie de voir une saison 2. Alors oui, hein, il y a clairement certains épisodes qui sont quand même un petit peu au-dessus, et c'est souvent ceux où, bah voilà, il y a de la guerre, il y a de la baston, effectivement, parce que ça en voit un peu plus. Mais même sans ça, moi, j'ai passé un très bon moment, et je comprends pas trop, justement, les critiques qui sont faites sur le fait que, bon, bah, les hobbits, c'est des hobbits. Bah oui, bah ouais. Du coup, c'est pas une dinguerie ce qui se passe avec eux. Bah, normal. Je veux dire, si vous connaissez les hobbits dans cet univers-là, vous savez que va pas y avoir des dingueries qui vont se passer. Et encore que là, bah, mine de rien, c'est pas mal hein, par rapport à ce qu'ils ont l'habitude de vivre. Donc franchement, je vois pas de quoi on se plaint. Et puis, il y a des choses qui sont un peu, comment dire, cachées, qu'on va nous faire miroiter des choses qui sont pas forcément vraies. Et ça, je trouve que c'est plutôt bien construit, bien écrit, et que c'est plutôt fun. Surtout qu'on n'a pas forcément toutes les réponses en fin de saison 1, et ça, c'est plutôt stylé, parce que ça nous donne vraiment envie de découvrir la saison 2. Bref, moi en tout cas, je vous donne rendez-vous hein, pour cette saison 2 très rapidement. Je sais que là, ils sont déjà en tournage, que a priori, ce serait pour une sortie en 2024. Et franchement, bah moi, je suis pour, même si, bon, effectivement, qu'ils prennent leur temps pour faire bien les choses quand même. Orelsan, montre jamais ça à personne, volume 2, donc sur Amazon Prime. Là, on a encore donc des épisodes d'une quarantaine de minutes. Il y en a 4 cette fois-ci, alors qu'il y en avait 6 en saison 1. Et forcément, là, on se concentre bah, sur la création de l'album Civilisation, donc sur une plus courte période de sa vie, donc forcément c'est plus court, hein, logique. Et bah, c'est bien fait, on apprend pas mal de choses. J'avoue que les 2 premiers épisodes sont peut-être un peu plan-plan par moment, et que on se dit bon alors c'est quand que ça décolle vraiment qu'on va vraiment avoir des trucs de ouf qui arrivent et tout. Mais en même temps, bon bah voilà, c'est une série documentaire, hein, faut pas trop en demander, et bah finalement, bah, dès l'épisode 3 et bah, l'épisode 4, il y a des trucs vraiment assez dingues qui arrivent, parce que bah, les gars, ils ont du mal hein, à le faire cet album, hein, c'est ce qu'on va voir. Parce que forcément, c'est un gars qui travaille pas tout seul, il a toujours son crew avec lui. Et ben, vous allez voir, hein, que c'est pas si simple hein, de faire un album de musique. Et que ben, il a différentes astuces ou quoi, et que finalement, ben, c'est vraiment la pression de la deadline qui va faire en sorte que, que les meilleurs trucs vont sortir finalement. Et ce qui est marrant, c'est que ben, il s'est servi un peu de cette série documentaire, cette saison 2, volume 2, pour annoncer finalement la version, on va dire, extended de son album, avec du coup 10 nouveaux titres, il me semble, et qu'on entend partiellement, justement, là, au niveau des bribes, comment dire, des petits morceaux qu'il était en train
de faire et qui n'ont pas été retenus ou quoi, qui ensuite ont évolué, enfin bref, voilà, il y a tout un processus, hein, enfin vous verrez, hein, c'est justement ça qui est hyper intéressant, et c'est très bien retranscrit. On suit donc tout le processus, comme je vous disais, donc de l'écriture à la composition, avec les doutes hein, jusqu'au dernier moment, ça vous verrez, c'est assez incroyable. Les abandons, hein, du coup, de certains morceaux, même s'ils lui plaisaient vraiment ou quoi, parce que ça se mariait pas avec l'ensemble. Les coups de mou aussi, hein, parce que il y a des moments où il y a des trucs qui vont s'annuler ou quoi. Va y avoir aussi des moments où tout ce qui pensait être génial, après il trouve que c'est de la grosse merde, donc forcément c'est pas trop la joie derrière quoi. Et puis finalement après il y a aussi les petites victoires qui font que par exemple un morceau qui va avoir fini d'écrire quasiment l'avant-veille, il va ensuite devoir le chanter en direct à la radio, enfin des trucs comme ça qui sont assez dingues alors qu'il connaît même pas encore les paroles par cœur, enfin voilà, des trucs assez fous comme ça qui sont arrivés. Et finalement, c'est un peu ça aussi la vie, donc c'est ça aussi qui rend le truc assez vrai quelque part. C'est que on voit que c'est pas en un claquement de doigts que un album de musique se fait et que il va passer vraiment par des hauts des bas et ça va nous donner après le résultat qu'on connaît. Notre-Dame, la part du feu. Donc c'est 6 épisodes, c'est une mini-série d'une 50aine de minutes par épisode. C'est bien fait, il y a un super casting, notamment Roche Dizem en tête, hein, forcément, hein, l'acteur le plus connu de la série a priori. Franchement c'est pas mal. Alors il y a aussi un personnage qu'on va suivre, parce que c'est pas que les pompiers, vous allez voir. Il va y avoir aussi quelqu'un qui gravite un peu autour de leur univers, donc à savoir du coup un tenancier de bar. On va voir que ce gars-là, avant, avait un rôle important dans La Nuit à Paris, et que, justement, cet acteur avait l'habitude de ce genre de rôle. On le voit notamment dans Pigalle la Nuit, où il tient le même genre de rôle. Et c'est vrai que c'est sympa, et en même temps, qu'est-ce que ça fait vraiment là? C'est pas forcément trop en lien non plus. C'est un peu le truc parallèle pour, on va dire, combler certains trous pour que ce soit quand même intéressant qu'il y ait une sorte d'enquête aussi quelque part en parallèle. Parce que finalement, le reste, on l'a plus ou moins déjà vu dans le film de Jean-Jacques Hano. Même si là, je trouve personnellement que c'est plus intéressant. Parce que forcément, il y a aussi des histoires, entre guillemets, privées de certains de ces pompiers qu'on va suivre aussi en parallèle, par rapport à leur vécu et tout ça. Et c'est vrai que c'est plutôt intéressant, parce que du coup, on s'attache un peu plus à eux. Forcément, vu qu'il y a plus de temps qui leur est consacré, on apprend plus de choses à leur sujet. Ça reste dans les grandes lignes la même histoire, mais c'est plutôt prenant, parce que il y a quand même des détails qui changent. Alors je sais que là, du coup, ils ont adapté un roman qui a été fait par un pompier. Alors, quid de qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui l'est pas, voilà, parce que forcément quand on fait un roman, on essaie des fois donc de romancer certains événements, certains faits, voilà. Depuis le départ, on ne sait pas vraiment la cause réelle de cet incendie, donc ça aussi, hein, ça reste toujours dans le flou, même là encore une fois. Il n'y a pas d'explication vraiment propre qui est vraiment donnée. Bref, voilà, vous verrez. En tout cas, les personnages qu'on nous donne ici sont plutôt intéressants à voir, à suivre, et on passe plutôt un bon moment durant cette mini-série. Star Wars Tales of the Jedi. Donc c'est 6 épisodes d'une quinzaine de minutes. C'est une série d'animation. C'est disponible sur Disney+. Et finalement, on a vraiment 2 personnages qui sont mis en avant sur cette saison, à savoir donc Ahsoka et Dooku. Et ce qui est intéressant, c'est surtout par rapport à Dooku. Parce que Dooku, on va apprendre des choses sur quand il était Jedi et comment il va basculer peu à peu vers le côté obscur. Et ça, forcément, c'est toujours le genre de récit qui nous intéresse dans la saga. Et vraiment, là, c'était intéressant, vu que l'acteur maintenant est décédé. On sait qu'on ne pourra plus le faire avec lui en live action. Donc forcément, de le faire là, du coup, en animation, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Donc ces épisodes-là, moi, c'est dans mes préférés. Forcément, ceux avec Ahsoka aussi, parce que j'aime beaucoup le personnage. Alors certes, la plupart n'apportent pas grand-chose, si ce n'est le dernier qui nous met en lien avec le sénateur Organa pour, à mon avis, la série live action, pour nous faire, vous voyez, ils se connaissaient déjà, hein, c'est pas pour rien qu'il va sûrement apparaître dans la série.
Incroyable. Ça c'est peut-être le genre de petit truc qui m'agace un poil, mais bon, à la limite, en vrai, pour moi, il n'y avait même pas besoin de l'expliquer ce lien, étant donné que il était proche justement de son maître finalement. Donc ça semble assez évident qu'elle l'ait vu côtoyer à un moment donné. Il n'y avait pas vraiment besoin de nous le mettre en image. Bon, ils ont voulu le faire, pourquoi pas. Par contre, ce qui est intéressant, c'est aussi par rapport à son peuple, à elle, et leurs coutumes. On va voir justement, après sa naissance, ce qui va se passer par rapport à ça. Et ça, c'est plutôt pas mal. Et justement, comment elle est destinée à devenir aussi une Jedi. Donc tout ça, c'est vrai que c'est plutôt intéressant, c'est bien fait. En plus, c'est plutôt joli. Alors même si on retrouve plus ou moins les mêmes animations que les autres séries donc de Dave Filoni, là quand même sur certains plans très larges, des plans d'ensemble, on va avoir vraiment une impression presque de peinture, de choses vraiment magnifiques qui est très bien fait. Ce qu'on avait finalement assez rarement dans ce type de production et ça fait plaisir à voir. Alors c'est pas sur tous les épisodes, c'est pas vraiment souvent vu que déjà les épisodes sont courts, hein. Donc voilà, mais il y a quelques images qui vont vraiment vous marquer la rétine et ça fait plaisir à voir. Ensuite bon, clairement, hein, comme je vous l'ai dit, c'est pas forcément des histoires essentielles, mais ça vient enrichir un peu le lore et c'est sur des personnages finalement que les gens apprécient assez et du coup ça fait plutôt plaisir d'avoir quelques éléments supplémentaires à leur sujet. Finalement, c'est juste pour passer un bon moment. Je pense que ça plaira aussi bien aux petits que aux grands, donc n'hésitez pas à la regarder. Le cabinet de curiosité de Guillermo del Toro. Il s'agit d'une série d'anthologie sur l'horreur, donc un peu comme les contes de la crypte. Il y a 8 épisodes d'environ 1 heure, même un peu plus parfois. C'est fait à chaque fois par un réalisateur différent, avec une équipe différente, à l'initiative Guillermo del Toro. Il a réuni du coup des grands noms de l'horreur, des gens dont il apprécie le travail et qu'il a voulu mettre en avant à travers donc ces 8 films finalement, hein. Vu qu'à chaque fois ça dure un peu plus d'1 heure, donc c'est des longs métrages. C'est très bien foutu. Finalement, c'est que sur le dernier quart d'heure, je trouve, en moyenne, hein. Forcément, des fois c'est un peu avant, d'autres c'est un peu après, bon voilà. Où ça va être très graphique, on va vraiment voir, entre guillemets, la chose horrible, voilà, hein, qui va servir l'histoire. C'est plutôt sympa, moi j'aime bien. Il y a toujours au moins 1 ou 2 acteurs connus, même si c'est souvent des seconds rôles, hein, mais voilà, qui sont là du coup, qui tiennent le premier rôle. C'est plutôt sympa, ça permet quand même d'avoir quelqu'un qui porte sur ses épaules l'histoire. Globalement, l'ambiance marche vraiment sur tous les films, sur tous les épisodes, et ça, c'est vraiment déjà pas mal. Je trouve qu'il y a 2 épisodes qui sont un peu en dessous, le premier, et puis un vers la fin, l'avant-dernier, il me semble. Voilà, mais bon, globalement, ça reste très qualitatif et on passe un super moment. Franchement, c'est un truc qui pourrait revenir tous les ans, ce serait vraiment bien pour Halloween à chaque fois évidemment, hein. Netflix en tout cas là, ils ont tiré le bon numéro je trouve avec ça et ce serait une bonne idée de continuer, hein. Après à eux de voir si ils ont envie de financer ça à chaque fois d'une année à l'autre, mais en vrai ça pourrait être vraiment pas mal. Là en plus on termine avec un scénario de Guillermo del Toro, donc c'est pas lui qui l'a réalisé, il ne réalise aucun des épisodes, mais c'est vrai que ça fait plaisir de voir quand même que il y a une de ces nouvelles qui a été adaptée pour justement ce projet-là. Et puis bon forcément après il y a d'autres choses qu'on connaît bien, genre du Lovecraft, des choses comme ça. Et c'est plutôt sympa parce que en plus moi c'est des histoires de Lovecraft que je connaissais pas encore. Comme vous le savez, je suis un grand féru des mangas de Gutanabe et donc des chefs-d'œuvre de Lovecraft qui l'adaptent. Pour l'instant, les 2 histoires qui ont été adaptées là a priori, lui il ne les a pas encore adaptées en manga et franchement je suis impatient de voir comment lui il va traiter ces sujets là parce que ils sont plutôt très très cool dans cette série. Voilà, donc c'est une série que je vous recommande si vous êtes adepte de l'horreur et même pour les autres finalement ça fait pas peur, donc je pense que même si vous êtes un peu sensible un peu à ce genre au genre horrifique de manière générale, ça devrait passer plutôt bien, hein. Donc essayez, hein, allez. Sur ce, je vous dis au mois prochain. Ciao.